Moi je pense qu'il faut s'approprier l'euro comme monnaie. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'euro comme la monnaie nationale de l'Europe. Et pas seulement comme une Uber-monnaie ou une super-monnaie. Donc c'est-à-dire que concrètement, cet euro, il n'est pas piloté. Donc c'est un outil formidable, et il ne faut pas attaquer l'outil, il faut attaquer l'ouvrier qui ne sait pas s'en servir. L'ouvrier qui ne sait pas s'en servir, eh ben, c'est Barroso et tous ses amis, mais c'est aussi Hollande et Merkel. L'euro, simplement, il a un défaut, c'est qu'il n'a pas d'État derrière. Alors c'est la première fois qu'on a une monnaie sans État. Et donc c'est pas facile à gérer, et puis dès qu'il y a des soubresauts d'une attaque, eh bien, on a du mal à se défendre, parce qu'il faut un acteur qui décide, et pas 27 qui se mettent d'accord autour d'une table. Et moi, l'Union européenne que je défends, c'est pas celle qui est actuellement en place, c'est celle qui aurait dû être, celle qui devrait être, et celle qui devra être. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle ne sert que d'antichambre à autre chose. Servons-nous un peu comme un alien, qui va prendre les caractéristiques de l'autre, c'est-à-dire l'Union européenne, et ben, il va sortir du thorax de l'Union européenne, ça s'appellera la nation européenne, ou la République européenne. Moi, comme Philippe, je me réjouis de cet échange, et surtout de la variété et du respect des interlocuteurs, parce que malgré tout, on a quelque chose en commun, on est tous des Gaulois. Quoi que soit notre vision européenne et tout, on est des Gaulois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, j'entends que ça grogne un peu à droite. Pas encore. Alors, une réponse, moi je n'ai pas la faiblesse de penser que l'Union européenne est le seul mal et que les gouvernements français sont exonérés de toute responsabilité. Bien évidemment, parce que je suis convaincu qu'ils aient la tranche de Sarkozy ou la tranche de Hollande, les gouvernements français sont les fidèles laquais depuis 30 ans de la construction de l'Union européenne et de sa politique ultralibérale. Donc il n'y a pas... Mais parce que le peuple français le veut bien. Les peuples de France le veulent bien. Quand tu vois que Jacques Chirac est aujourd'hui l'homme politique préféré des Français, c'est quand même dramatique. Quand tu vois le CV de ce type, c'est quand même dramatique. Quand on disait le français est un mouton, on peut lui donner entièrement raison. D'accord. Et le peuple dramatique. Mais le peuple breton, tout ce qu'il a fait. Mais le peuple breton, mais je crois qu'il vote pas différemment. C'est pour ça que je dis les peuples de France. C'est bien pour ça que je dis les peuples de France. Je veux bien donc, je veux bien continuer en essayant de rester concentré. Moi, quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous a fait la France? Qu'est-ce que vous a fait la France pour que vous ayez autant envie que ça de la voir disparaître? J'écoute Thomas, tu l'exprimes autrement, mais c'est assez de cette parenthèse. Assez de cette parenthèse, vite, passons aux choses sérieuses. Mettez-moi la France sous le tapis et vite, vite, la grande Union européenne. Alors on va transformer, c'est marrant, on va pas faire l'Union européenne qu'ils veulent, on va en faire une autre. L'Union européenne, c'est un lance-flamme et on va transformer un lance-flamme en extincteur. Moi je sais pas, j'ai jamais vu ça. Mais surtout sur la question, j'entends en dehors de l'euro, point de salut. Ah bon? Ah bon? On n'existait pas avant l'euro? Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si l'euro s'arrêtait? Mais la vie continuerait. Chacun reviendrait à sa monnaie nationale. Ça ne me paraît pas une vision aussi archaïque. Je pense que ça mérite une réflexion un peu moins dogmatique de se dire, est-ce que la Grèce, la Roumanie et l'Allemagne peuvent être régies par une monnaie commune? Est-ce que c'est totalement stupide de se dire non? C'est pas possible. Est-ce qu'à la rigueur, on peut se dire, peut-être pourrait-il y avoir une monnaie commune entre des pays voisins? Moi, y compris là-dessus, ça s'interroge. Mais l'euro s'arrêterait, et je pense que le plus tôt serait le mieux. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? La France dévaluerait de 10%, l'Italie dévaluerait de 20%, peut-être que la Grèce dévaluerait de 40%, mais c'est pas la première fois historiquement que ça s'est passé. Je vous invite à écouter régulièrement l'économiste Jacques Sapir, qui ne me paraît pas le dernier des gauchistes, qui évoque très régulièrement cette hypothèse, qui paraît plutôt le bon sens. Parce que quand même, gouverner, c'est quand même extraordinaire. On a maintenant, depuis plus de 10 ans, des présidents de la République, des gouvernements, qui nous font croire qu'ils ont les moyens de gouverner. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir les moyens de gouverner si on n'a pas l'arme monétaire pour peser sur l'ensemble des décisions du pays? Mais ce sont des eunuques. Ce sont des eunuques totalement impuissants qui assistent finalement aux décisions de Bruxelles sans absolument rien peser. Ce sont des gens qui sont sur un court de tennis et qui regardent la balle passer. Et c'est absolument tout ce qu'ils ont à faire. Alors, moi, je l'avoue, Philippe a posé des questions très intéressantes, par contre, sur le côté,
Le coût de la bagnole à 2000 €, bah oui, il y a aussi le salarié chinois qui gagne 1000 fois moins que le salarié français, et comment on fait dans ce cas-là pour se positionner, je veux dire, c'est une question ancienne, finalement c'est une question ancienne des différences de statut entre différents salariés, et nous faisons partie en France d'un pays où le niveau de vie fait partie des plus élevés. Moi, je n'ai pas envie, au nom de l'harmonie européenne, qu'on voit quelque part, au nom d'une uniformisation européenne qui a lieu par le bas, qu'on assiste finalement à la disparition de ce qu'est notre modèle. Moi, j'avoue que la question de Philippe est intéressante, mais là, c'est le protectionnisme. Un protectionniste qui soit pas albanais, qui soit pas totalement stupide, mais moi, je ne suis pas contre, par exemple, qu'on fasse rentrer en France des produits qui sont en dessous de la valeur des produits créés en France, si ça se traduit par un partenariat, par des accords, et entre nous, je préfère que les accords économiques aient lieu avec la Russie plutôt qu'avec les pays du Golfe, et plutôt que ça soit le Qatar qui achète la France. Ah oui. J'avoue que je préfère que nos alliés se situent ailleurs, mais moi, je veux un gouvernement qui ait les moyens de gouverner. J'en ai ras-le-bol des lire des pantins, je ne vote pas pour eux, hein, mais de voir des pantins qui gouvernent en nous disant « ça c'est pas nous, c'est l'Union Européenne, on n'y peut rien, c'est l'euro ». Moi je veux à nouveau, parce que j'aime la France, je ne dis pas que les autres ne l'aiment pas, mais je l'aime à ma façon, j'aime une France souveraine, j'aime une France maîtresse de ses décisions économiques, et j'ai envie d'une France qui remette de l'industrie et du travail pour nos jeunes. Faut pas oublier non plus quand même qu'il y a un grand groupe automobile français dont l'État est actionnaire, qui est parti faire une voiture soi-disant pour la Roumanie et disait il y a quelques années, jamais on l'importera en France, cette voiture restera en Roumanie, c'est pour les marchés en développement, jamais on sera en France. Aujourd'hui la Dacia, on en voit partout, c'est fabriqué en Roumanie, et effectivement bah, les travailleurs, il y a des usines, Renault sur Nantes, tout ça par exemple, bah, il n'y en a plus. Ici à Chartres de Bretagne, c'est Peugeot qui va fermer. Effectivement, il y a... Mais ça, l'État est responsable, l'État n'a absolument rien fait. L'État français a laissé faire. On parlait des échanges commerciaux. Un téléviseur, aujourd'hui, qui vient d'Asie, son coût de transport entre Taïwan et Le Havre ou Marseille, c'est 1 €. Il n'y a pas un protectionnisme européen, on ne peut rien faire. C'est absolument rien faire. Mais il y a une volonté, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, une lâcheté des politiques. Comme tu m'as interrompu une fois, je peux me permettre de te poser une question. Est-ce que pour toi, un protectionnisme européen, c'est par exemple que ça ne pose pas de problème qu'une entreprise quitte la France pour aller en Roumanie? Tu auras un protectionnisme européen, c'est l'Europe. Il n'empêche que la main-d'œuvre en Roumanie est 4 fois moins chère qu'en France. Est-ce que c'est ça le protectionnisme européen? Tout à fait, bien sûr. Le problème, c'est que par exemple, la nationalité française ne peut pas être sauvée. Parce qu'elle n'aurait pas dû être donnée à beaucoup de gens à qui elle a été donnée, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et lorsque quelque chose est dévoyé, eh bien, on l'euthanasie, c'est tout. La nationalité française, parce que principe de rétroactivité, vous avez expliqué que vous avez enlevé la nationalité française à des gens sous prétexte de telle ou telle origine, de telle ou telle religion. Vous n'avez aucun moyen politique de faire ça, vous êtes condamné par le monde entier. Ça s'appelle la réciprocité des lois. La réciprocité de rien du tout, quand on est faible, on est écrasé, c'est tout, c'est normal. Il y a le cas de la réciprocité des lois, qui est dans le droit international qui existe. C'est tout à fait possible. En faveur des Américains, mais... Non, le droit international ne permet pas... Le droit international... Ah bon? Si jamais... Le droit international ne permet pas d'enlever la nationalité à quelqu'un sans lui en donner une autre. Si jamais... Serge, tu es aussi indiscipliné que Guillaume Faye. Et c'est pas On ne peut pas donner... On peut pas enlever la nationalité à quelqu'un. Mais il a raison, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. C'est ça. Dire que ce n'est pas possible, c'est une contre-vérité. Et d'ailleurs, si j'étais plus indiscipliné, je le prouverais. Non, quand on est le plus fort, effectivement, on peut tout faire. Et il est évident que la France toute seule ne pourrait pas imposer ça. Maintenant, moi je préfère être plus subtil dans l'approche que de dire qu'on va enlever la nationalité française à des gens. Je préfère qu'on l'enlève à tout le monde et qu'on crée une nationalité qu'on donne qu'à nous, les Européens. Et que les Européens soient les seuls à l'avoir, cette nationalité. Une nationalité que pour les Européens. For Europeans only. Ce qui me heurte, c'est ce discours qu'on nous tient dans le genre. Parce que l'État français, mondialiste, européiste, a accordé par le droit du sol la nationalité française à des millions de personnes qui crachent sur la France et ne reconnaissent pas ses valeurs. Parce que l'État français a commis ce crime encouragé par la politique mondialiste, il faudrait sacrifier la nationalité française qui n'aurait plus le droit d'exister. Ça me fait penser à ces discours
de ceux qui longtemps ont contesté en France le nombre d'immigrés qu'il y avait. Vous aviez les bureaucrates de l'INSEE qui vous disaient qu'il n'y avait pas plus d'immigration en France en 1990 qu'en 1936, que tout ça n'était que des fantasmes, que tout ça n'était qu'une idéologie qui rappelait les heures les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui, la réalité est telle qu'ils ne peuvent plus la nier. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus la nier? Ils disent, bah, c'est terminé maintenant, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que c'est pour moi à peu près le même discours de la reconnaissance du fait accompli et quelque part de la négation du politique. Je vais me permettre de voler une formule à Philippe, qui est un parallèle avec la situation que nous avons connue en 1962 en Algérie. En Algérie, nous avons eu, dans un pays qui à l'époque comptait 8 millions de personnes, nous avons eu dans ce pays, en quelques semaines, 1 million de personnes qui ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Ces personnes n'avaient pas le rapport qu'ils avaient à la France, de ces millions de personnes qui crachent sur la France mais profitent de ce système et qui tous les ans retournent en vacances, ce qu'on appelle au village. C'est une réflexion pour dire, je n'ai jamais beaucoup aimé François Mitterrand, mais j'aimais beaucoup une de ses formules, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et pour moi, la politique, c'est ça. Philippe posait une question intéressante sur un petit peu ce qu'on revient au localisme. Est-ce qu'on revient au localisme? Est-ce qu'il n'y aurait pas, en gros, à prendre le meilleur dans toutes les... Moi, j'ai envie de dire, personne ne va dire il faut se priver de toute innovation. Moi, j'ai confiance, je suis convaincu que les Bretons savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour la Bretagne. Je suis convaincu que la diversité, la meilleure diversité en France, c'est nos régions. La chevaillotte. Hein. Tu n'es plus le Attendez le point de chute. Attendez le point de chute, camarades. Attendez. Donc, tout ça pour dire, bien évidemment, tout ce qui est innovation dans les régions, oui, à condition qu'on reste dans un cadre national, et là j'aggrave mon cas, qu'on reste dans un cadre national, ça veut dire dans l'unité du respect des lois. Je n'ai pas envie, par exemple, que l'innovation consiste à dire que pour attirer le chaland, on va baisser les salaires de moitié en Bretagne. Je sais bien que ce n'est pas l'esprit. Mais je n'ai pas envie qu'au nom des particularismes régionaux, ça ne soit plus la langue française qui soit la langue prioritaire dans un pays, dans une région. Je n'ai pas envie que des lois soient bafouées, que des lois de l'unité de la France soient bafouées au nom de particularismes régionaux. J'ai envie dans un pays, dans une région, que quiconque a la nationalité française puisse y travailler. Et de même, j'ai envie qu'un Breton qui choisit de ne pas travailler, qui choisit de ne pas vivre en Bretagne, ait totalement l'accès à des emplois et tout dans les autres régions. Donc moi, évidemment, l'innovation régionale, tout ce qui est génie, moi je crois que la France il y a un génie français. Je crois réellement à cette définition du génie français. Il y a un génie français comme il y a un génie. Le génie français, c'est le génie de toutes les régions. Bien évidemment, utilisons au mieux le centralisme imbécile, uniforme, qui accepte aucune différence et stupide, mais à condition qu'il soit dans un cadre égalitaire et régulateur, qui pour moi est la meilleure protection pour l'ensemble des salariés et des habitants de ce pays. Et j'en aurais fini. Aujourd'hui, l'État français, de par son fonctionnement, est vraiment le dernier État soviétique d'Europe. Tout est décidé à Paris. La politique de l'agriculture, alors que les bureaucrates qui décident ce que doivent faire un agriculteur dans le Berry ou en Bretagne, les seuls champs qu'ils connaissent sont les Champs-Élysées. Le maritime, qui pourtant tout se fait aujourd'hui par bateau, c'est le plus économique, le plus rapide, le moins polluant. Ces bureaucrates, ces mêmes bureaucrates, les seuls bateaux qu'ils connaissent sont les bateaux-mouches. Ils ne comprennent pas que nous, la mer, on s'en sert en dehors du mois de juillet et du mois d'août. C'est une véritable économie. Tout est décidé à Paris, tout est sclérosé par Paris. Le président d'Armor Luxe, c'est quand même un grand groupe breton, déclarait il y a 3 ans de ça, notre problème c'est la France. Les États-nations tels qu'on les a connus, je crois qu'ils sont amenés à disparaître.